Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Hello Jarietou. Hello, à toi. Comment ça va? Très très bien. Super. Bonjour, bonjour. Hi Marina. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci de me recevoir. Je suis contente d'être avec vous. Bah oui, nous aussi on est très contents parce qu'aujourd'hui c'est un parcours spécial. Ouais. Spécial, on va dire, structure d'accompagnement de manière générale. C'est ça, exactement. Voilà. Acteurs de l'écosystème. Acteurs de l'écosystème. C'est ça. Qui sont là en appui justement aux femmes entrepreneurs. Donc, on va démarrer. On demande à chaque invité de choisir un lieu. Et toi, tu as choisi ici. On est où ici? Ah oui, on est chez Lulu. Ouais. Lulu, ouais. On va dire. Alors, c'est un lieu très symbolique pour moi, parce que d'abord, il est à côté. Donc, nous, on est juste derrière. Bon, on reviendra sur le travail. C'est pas très loin. Et l'ambiance colle exactement avec l'ambiance dans laquelle nous on travaille avec des entrepreneurs, des startups, ça bouge, c'est très dynamique et ici c'est un mood, on mange, on peut travailler en même temps, donc c'est un endroit qui me plaît bien. Donc on a le côté, on a les deux côtés. On est chez Lulu à Dakar. C'est ça. On est à Lulu à Dakar et comme tu dis effectivement, Lulu c'est vraiment un peu le QG parce qu'on va en parler de tout ton parcours dans l'écosystème entrepreneurial. Et c'est vrai qu'il y a un moment, ça fait une petite dizaine d'années qu'on sent une forme d'effervescence dans cet écosystème. Et je pense que ce lieu a beaucoup contribué en fait à créer aussi, à soutenir cette énergie, cette dynamique. Je me rappelle que beaucoup d'entrepreneurs, Lulu leur a offert un cadre de travail. C'est ça. Parce qu'ils n'avaient pas de bureau. Ah, c'est surtout ça. C'est que, Surtout ça, ils n'avaient pas de bureau. Oui. Donc on est aussi, nous, très contentes d'être à Lulu parce que ça fait une bonne dizaine d'années qu'on traîne nos ordinateurs, qu'on fait nos réunions ici. Et les débuts de l'entreprise. Voilà, et au passage, on les remercie vraiment chaleureusement. Moi, c'est souvent mon bureau dakarois. Comme nous, on habite sur la petite côte. Ouais. Ça m'arrive de passer la journée à Lulu et de faire tous mes rendez-vous de la journée à Lulu. C'est exactement ça. C'est le principe, c'est flex, on est dans l'entrepreneuriat, on n'est pas obligé d'avoir des bureaux formels. On fait avancer les choses, peu importe l'endroit. Et on parle souvent de réseautage en entrepreneuriat et il ne se passe pas un jour où on vient chez Lulu et qu'on ne rencontre pas d'autres entrepreneurs, d'autres acteurs de l'écosystème. Donc, merci d'avoir proposé cet endroit aujourd'hui pour commencer. Et comme on disait, aujourd'hui, on est sur un parcours spécial écosystème. Alors, je vais te laisser du coup te présenter. Alors moi, je suis Jarietou Diallo et je viens de l'écosystème entrepreneurial, mais de la partie publique, parce que dans l'écosystème, il y a quand même pas mal d'acteurs. Donc moi, je viens du public et de l'agence qui s'appelle ADE PME, c'est l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Et c'est une agence qui est quand même très active, très présente dans le paysage entrepreneurial sénégalais. Oui. Depuis combien de temps? Alors l'agence existe depuis 2001. Okay. Elle est quand même mature, on va dire, donc en termes de nombre d'années. Et oui, elle commence vraiment depuis, on va dire, les 10 dernières années à beaucoup se faire connaître dans l'écosystème entrepreneurial. On a tout un écosystème avec structure publique, structure privée. Et nous, on essaie de faire notre petit chemin en tant qu'acteur public. C'est ça. Ouais. On va aller dans le détail de ce que propose la DEPME un tout petit peu plus tard. Ouais. Nous, on aime bien commencer par quelques questions. Et on a des questions spéciales pour les acteurs de l'écosystème, mais il y en a quelques-unes qu'on pose et aux entrepreneurs et aux acteurs de l'écosystème. Okay. Et notre première question, c'est la Jarietou petite. Elle rêvait à quoi? Elle rêvait de devenir quoi quand elle serait grande?
Alors, c'est sûr que ce n'est pas conseiller des entrepreneurs parce que peut-être qu'à l'époque, c'était vraiment pas dans l'entrepreneuriat, c'était plus des études classiques, un travail tranquille. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dans la finance ou la comptabilité. C'est pas trop loin de ce que je fais, mais ça n'a rien à voir après, à la fin de la journée. Donc, soit conseillère en banque, soit comptable, soit financière dans une grande boîte, mais pas ce que je suis en train de faire, pas de l'entrepreneuriat tel que je suis en train de la faire aujourd'hui. Donc, je suis passée à côté. C'est pas très loin, mais c'est peut-être pas un domaine que de toute façon tu connaissais quand tu étais petite entrepreneuriat. C'est ça, ce n'était vraiment pas ça. Après, je ne peux pas dire que j'étais loin de l'entrepreneuriat. Avec le recul, je comprends que j'ai un peu baigné dans ça parce que ma mère, elle a toujours fait plein de petites choses, plein de petites activités. Ma mère est quelqu'un qu'on appelle... au Sénégal, en général, femme au foyer, mais elle n'est jamais restée femme au foyer. Elle a toujours fait de l'entrepreneuriat. Maintenant, je comprends qu'elle faisait de l'entrepreneuriat. Maintenant que j'accompagne des entrepreneurs, mais avant, je me disais que bon, elle est là à la maison parce qu'elle n'a pas le travail classique, etc. Donc, ouais. C'est intéressant parce que même une entrepreneur qu'on a interviewée il n'y a pas longtemps nous disait ah bon, je suis entrepreneur, mais extraordinaire parce qu'elle fait des choses exceptionnelles, mais elle n'avait pas mis en fait on va dire une étiquette dessus d'entrepreneuriat. Pour elle, c'était juste une façon de vivre, un mode de vie, une façon de gagner sa vie, etc. Mais elle n'avait pas mis ce mot-là. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat au Sénégal, surtout féminin, peut prendre tellement de formes. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que c'est tellement ancré dans la culture finalement que ça n'a pas été valorisé et ça n'a pas été nommé comme entrepreneuriat. Mais dans les autres épisodes aussi, on a vu avec Khadija et Tabaski, elles ont vu leur maman coudre, être couturière, mais pour elles, c'était pas un métier. C'est ça. Il y a tellement d'exemples comme ça. On le formalise pas, on ne met pas on ne raconte pas l'histoire en tant que un facteur de succès, une success stories. Ma maman, elle a fait ça, elle a réussi dans ça, etc. C'est plus c'est quelque chose qui est assimilé à de la subsistance. C'est ce qu'elle fait pour vivre, donc naturellement. Donc, on ne fait pas tout le glam qu'il y a peut-être aujourd'hui avec les réussites qu'on arrive à avoir quand même. C'est de l'économie informelle souvent. Donc, effectivement, c'est pas forcément comptabilisé, mais il y en a qui ont quand même réussi à générer des beaux chiffres d'affaires avec leur business, qui ont envoyé leurs enfants étudier à l'étranger, qui ont payé des mariages. On connaît tout en fait l'histoire de la femme vendeuse de beignets qui construit sa maison, envoie ses enfants à l'école jusqu'à ce qu'ils deviennent des personnes qui réussissent dans la vie et qui viennent maintenant après faire un retour vraiment à leur... en tout cas, font un give back à leurs parents par rapport à tous ces sacrifices. Donc ça, on connaît ça. Et aujourd'hui, du coup, comme tu le dis, tu n'es pas loin vraiment de ce milieu finance parce que tu baignes en fait dans une agence où on s'occupe justement d'accompagner les entrepreneurs. Et ça, je pense que tu vas nous donner un peu plus de détails là-dessus. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là? Alors, aujourd'hui, je suis responsable d'un département qui s'appelle... je vais prendre les détails, mais c'est quand même le pôle génération d'entreprise, formalisation. On est une dizaine dans l'équipe et concrètement, je m'occupe des entrepreneurs qui viennent de démarrer, de ceux qui réfléchissent encore, qui ne se sont pas encore lancés et de ceux qui se sont lancés jusqu'aux premières années. D'accord. Et mais avant d'en arriver là, j'ai dû d'abord intégrer l'agence, d'accord, comprendre le métier et en arriver là, mais je pense qu'on pourra revenir. Non, vas-y, continue. Donc, moi, je suis curieuse de savoir parce que c'est pas pour rien qu'on t'a choisi pour représenter la DPME. Tu es vraiment, je pense, en fait, le porte-drapeau aujourd'hui de la DPME. On a pu le voir récemment avec le forum. Oui, il profite souvent aussi. Mais il ne pouvait pas faire un autre choix. Voilà, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, qui m'a fait tuer la mascotte. Je dis, bon, je dirais pas mascotte, mais bon. Moi, je dis le porte-drapeau. Voilà, parce que c'est la personne qui est devant, qui porte le drapeau, et puis les équipes sont derrière. Et puis voilà, c'est un symbole qui est quand même assez puissant. Et donc, voilà, j'aimerais bien que tu reviennes sur ce parcours-là et comment tu as gravi tous les échelons jusqu'à aujourd'hui être à la tête de ce département. Alors, moi, je suis, on va dire, les débuts, si je remonte
remonte un peu plus loin, pas trop loin quand même. J'ai fait des études à l'étranger, donc juste après le bac, je suis passée par le Maroc et la France. Et je suis retournée au Sénégal en 2014. Donc, je suis repartie encore pour faire d'autres spécialisations entre-temps. Mais définitivement, le retour, c'était en 2014. Et avec un background finance, microfinance, il y avait quand même beaucoup de développement de secteur privé, beaucoup d'initiatives qui tournent autour de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je cherchais un sens à tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans la finance pour vraiment que ça soit quelque chose qui a du sens, en tout cas pour moi. Et je me cherchais. De toute façon, à l'époque, je n'avais pas ce recul-là pour parler d'impact sur la vie des gens, etc. En tout cas, je voulais faire quelque chose qui avait du sens pour moi. J'ai commencé à chercher. Un boulot en banque allait très, très bien pour moi. Hein. À l'époque, je rêvais même d'intégrer. Donc, j'ai essayé structure de microfinance, banque, etc. Ça n'a pas marché. À un moment donné, j'ai eu une opportunité de donner des cours d'économie aux premières années dans les universités. Donc, j'ai traîné pendant une année, je me suis cherchée et j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'ADPME en tant que stagiaire. Donc, j'avais quand même une expérience à l'étranger de 3 ans, mais bon, j'ai accepté quand même, malgré tout, de tester un poste de stage. Donc, j'ai commencé comme ça, donc en stage à l'ADPME. On m'a donné ma chance à travers un entretien. J'ai juste déposé, ça s'est fait comme ça, spontanément. Et ce point-là, il a son sens parce que souvent dans le public, on a certains stéréotypes. Oui, voilà, c'est parti d'une candidature totalement spontanée. Complètement spontanée. Voilà. J'ai intégré l'équipe en tant que stagiaire et ça a commencé un tout petit peu à prendre forme. Le secteur privé, je connaissais, la finance aussi parce que c'est ce que j'avais appris, mais rencontrer des entrepreneurs et devoir les conseiller alors que moi je n'avais pas leur expérience, je ne connaissais pas leur job, c'était impressionnant au début. C'est impressionnant et puis pour leur donner des conseils. Moi, j'en sais rien. Parce que ça, il y a combien d'années là? Alors là, on remonte à 2016, on va dire en 2014-2016, presque 10 ans. C'est ça. 10 ans, donc 10 ans, on démarre dans la vie professionnelle. On peut même être très intimidé parce que des fois, on a en face des personnes plus âgées. On sait ce que c'est, l'Afrique, le droit des nez, etc. Exactement. Ça peut être très intimidant. Non, c'était un vrai challenge parce que, alors moi, j'avais quand même les sujets que je maîtrisais. Donc, je pouvais conseiller un entrepreneur sur ses états financiers, sur comment tenir une comptabilité. Mais ça restait quand même impressionnant parce que c'est un chef d'entreprise qui a investi, qui a mis de l'argent, de l'énergie, ses rêves, etc. et qui compte sur une personne qu'elle a en face pour lui donner des réponses par rapport à des blocages. Et souvent, ce métier-là, c'est vraiment ça. C'est des personnes qui rencontrent des problèmes et qui cherchent quelqu'un pour décanter leur situation. Donc, toi, tu es là et tu as en face de toi un chef d'entreprise confirmé qui te dit, j'ai fait face à ça, peut-être on va me retirer telle autorisation, qu'est-ce que je fais? Et il faut donner. Il faut pas se dégonfler. Et comment tu as fait alors? Alors, les premières fois, j'ai eu la chance d'être mentorée, honnêtement. Et ça, c'est important. J'ai retrouvé à l'agence des collègues qui étaient plus âgés, mais aussi plus expérimentés que moi, avec qui je faisais nous on appelle ça kangourou, ça dit ils te portent un peu. C'est mignon. Je connaissais pas ce terme. C'est ça. Oui, donc dans le onboarding, puisqu'on t'accompagne les premières années, ils sont en mode kangourou. Donc c'est eux qui guident les entretiens, qui font les face-à-face avec les entrepreneurs, mais nous on est à côté, on peut relancer, si on est intéressé, on peut venir avec des questions, pour prendre des notes, on fait les comptes rendus. Donc c'est beaucoup d'apprentissage et c'est avec ce portage-là, cet accompagnement avec les seniors, avec la confiance aussi qui vient avec beaucoup de recherches. On va aussi apprendre pour s'intéresser à tel domaine. Aujourd'hui, on parle avec un entrepreneur qui est dans le bâtiment sans forcément avoir de background dans le bâtiment, mais on sait comment gérer une entreprise, mais on ne sait pas comment ça se passe dans le bâtiment. Demain, ce sera les industries culturelles. Après-demain, c'est un maroquinier. Et c'est ça qui enrichit en réalité l'expérience. C'est ça qui fait qu'on accumule, qu'on apprend, qu'on comprend que la situation de Seynabou, elle était différente de celle de Marina. Et avec elle, j'ai pu, avec ingéniosité, mais avec aussi, et ça c'est important, beaucoup d'humilité. Totalement. Parce qu'encore une fois, ces personnes-là, ils maîtrisent leur domaine. Parce qu'eux, ils sont dans un secteur, dans un domaine, ils sont spécialisés dans ça. Ils se lèvent avec ça, ils passent leur journée avec ça, ils dorment avec ça. C'est leur vie, c'est leur vie. Et donc, toi, tu viens juste de manière ponctuelle, en fait, sur ça, pour donner un conseil. Tu es là avec tes conseils en finance, tu es là avec ce que tu as appris à l'école. C'est normal, c'est ton bagage, c'est ce que tu sais, mais qui est quand même pas négligeable. Parce que pour certains chefs d'entreprise, c'est ce conseil-là qui leur manque
Peut-être que c'est cet expert financier-là qu'ils ne peuvent pas recruter pour le payer. Et la vision cross-sectorielle aussi, parce que c'est intéressant. C'est vrai que nous, des fois, entrepreneurs, on est la tête dans le guidon. Que ça. Dans notre secteur d'activité. Et parfois, il y a des choses qui sont transposables aussi. Donc, je suis sûre qu'il y a des conseils que tu peux tirer d'un entrepreneur en bâtiment qui peut s'adapter à mon business ou à celui de Seynabou. Et c'est ça. Exactement. Et c'est toute, je pense, l'intelligence qu'il faut avoir dans ce métier-là pour pouvoir apprendre des expériences des autres, pouvoir les mélanger, on va dire, à sa sauce, en combiner quelque chose, en sortir pour le bénéfice des autres. C'est comme ça que ça s'est fait au fil des années, de l'accumulation d'expérience, beaucoup de recherches, parfois des moments de blanc, des grands blancs, vraiment, ça s'est arrivé, des blancs, mais pas par exemple. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai un exemple en tête, mais parfois, il y a des cas où l'entrepreneur vient avec un cas où tu n'as rien. Tu es en train de dire, mais il faut que Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Bon, l'écoute, c'est très important dans ce métier. Donc, parfois, on n'a pas besoin, le stress de j'ai pas de quoi répondre, ça se passe dans la tête. Mais avec l'entrepreneur, on est en mode, oui, je t'écoute, je suis là, mais en stressant, en disant, mais je n'ai pas de réponse. Je sais pas. Et peut-être des fois, la réponse, c'est de dire, j'ai pas la réponse tout de suite. Oui. Ou de renvoyer vers quelqu'un. Exactement, mais c'est arrivé plusieurs fois, en tout cas moi, à mes débuts, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, je vais demander à un collègue. Parce que le collègue là, il est là depuis 20 ans. Exact. Il maîtrise l'écosystème mieux que moi. Parfois, c'était des recherches, parfois, c'était un coup de fil. Donc, dans une autre structure où on m'a donné le tuyau, où on m'a débloqué la situation. Et c'est sans problème. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et l'accepter, parce qu'on n'a pas les solutions. On n'a pas la science infuse. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton travail aujourd'hui? Alors moi j'aime les dialogues et c'est tout le temps comme ça. J'en fais un peu moins comparé au début. Au début j'étais à un rythme où je pouvais recevoir 5 entrepreneurs par jour. Et je faisais ça du lundi au vendredi, en plus des visites, des rencontres, des réunions, etc. Donc je pouvais caler la matinée pour 5 rendez-vous d'une demi-heure à 1 heure. Et après je pars pour faire d'autres activités en plus du travail en bac. Et les dialogues, les échanges, c'est chaque fois différent. C'est pas que des problèmes, parfois aussi c'est le partage de succès, etc. Mais c'est quand même beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Donc les dialogues, les échanges, le fait que j'apprends beaucoup, le fait que je découvre aussi, donc beaucoup de personnes, ça c'est là. Ça doit être très enrichissant, très stimulant. Tout le temps. Et je pense que ça t'a quand même, ça a continué à nourrir en fait cette passion en fait que je pense que tu te découvres en faisant ça. Oui, alors comme je disais au début, je me suis engagée dans cela en me disant que je vais faire du conseil. Parce que je l'assimilais à du conseil. Mais maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, c'est toute une passion autour de comment on fait pour faire avancer les choses. Et c'est même une obsession, on va dire, saine, de dire pourquoi pas nous. Oui. On doit avancer comme les autres, on doit faire grandir ces entreprises, on doit atteindre ce niveau-là. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avec ce travail-là, j'ai eu l'opportunité, j'avais voyagé avant, parce que j'ai fait mes études quand même à l'étranger, j'ai essayé de bouger un peu, mais j'ai eu beaucoup l'occasion avec ce travail de voyager, soit avec des entreprises, soit pour aller apprendre, etc. Et ça, c'était aussi une vraie chance, une vraie opportunité. Donc, c'est des choses que j'apprécie particulièrement dans ce job. C'est ça. Et donc, stagiaire, directrice de chef de département maintenant. Alors, donc, stagiaire, tu passes par toutes les... Voilà. Oui. Alors, de stagiaire, l'ancien DG, qui était aussi un très bon mentor à moi, le feu Maboussou Thiam, que Dieu ait pitié de son âme, il est décédé il y a quelques années de cela, qui m'a fait confiance aussi à l'époque où j'étais stagiaire. Et je pense que, en général, les récits dans le public, je ne sais pas si vous en avez souvent, c'est un peu lent. 10 ans pour être chef de département, ça paraît normal comme ça, mais c'est une vitesse un peu... dans le public, c'est autre chose, d'accord? C'est un autre rythme. Donc, stagiaire au bout de un peu moins de 2 ans, d'accord? Ça paraît long, c'est relatif. Si on le contextualise. Ensuite, de stagiaire, je suis devenue chargée de programme. Donc là, je peux manager des programmes, gérer des portefeuilles, etc. Et ensuite, je suis devenue chef de projet. Donc, en fonction des différents bailleurs qui nous font confiance, qui nous confient des portefeuilles de projets qu'on manage. Et depuis bientôt 3 ans, je gère un département. C'est ça. Alors, est-ce qu'on présente un peu plus la DEPME Oui, c'est ça. Alors, effectivement, une ascension très rapide dans le public, comme tu dis, très rare. Dans une agence, effectivement, très dynamique. En tout cas, de l'extérieur, c'est ce qu'on ressent. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que fait justement la DPME? Et toi, qu'est-ce que tu y fais maintenant, concrètement?
Oui, alors l'agence est là pour mission, donc, de manière ramassée, d'assister et d'encadrer les PME. Donc, assister et encadrer, simplement dit comme ça, mais on peut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, on a le mandat de soutenir le secteur privé, mais spécifiquement les petites et moyennes entreprises. Et on va considérer, d'accord, de manière très grossière, que c'est vraiment toutes les entreprises du Sénégal, parce que nous, comment le Sénégal définit la PME, l'a définit comme une entreprise qui fait moins de 2 milliards de chiffre d'affaires annuel. D'accord. Je pense qu'à un moment donné, on était à 5 milliards, on l'a ramené, quand on a vu le contexte, à 2 milliards. Donc, toutes les entreprises qui font moins de 2 milliards de chiffre d'affaires annuel, nous avons, nous, comme mandat de pouvoir leur apporter assistance, etc. Et lorsqu'on regarde de près, c'est tout. On va dire 99, on dit vraiment 99,9, c'est vraiment vrai. Ah ouais. Donc les 0, quelque chose, c'est les grandes boîtes que vous connaissez tous qui font plus de 2 milliards. Sinon, tout le monde est dans cette tranche de 0, très large, de 0 à 2 milliards. Vous leur apportez quel type d'accompagnement? Oui, donc c'est pour montrer l'étendue même, d'accord, de la mission. Et quand on dit assistance, encadrement, etc., c'est-à-dire tout entrepreneur, entreprise, quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui ne sait pas encore comment se lancer dans l'entrepreneuriat, ou l'entreprise qui travaille déjà mais qui n'est pas très bien organisée, ou même la PME qui est bien partie avec tout ce qu'il faut, nous devons lui apporter du conseil, de la formation, comment se développer, comment recruter. C'est-à-dire, on regarde l'entreprise et on a une très grosse loupe pour la diagnostiquer, et tout ce qui ne fonctionne pas bien, nous, on a pour mission d'apporter de l'assistance dessus. Comment on le fait? À travers plusieurs mécanismes. Et l'un des mécanismes les plus qu'on utilise le plus souvent, c'est de la subvention. Donc, c'est de l'argent, c'est des fonds qu'on met dans l'entreprise pour lui dire, tiens, aujourd'hui, tu veux tourner ce podcast. Je donne l'exemple de ce podcast. Il faut des frais de tournage, il faut faire une campagne de communication, etc. Nous, on vient te soutenir dans ces charges-là. Aujourd'hui, tu as une équipe de 10, 15 employés, tu n'as pas un système de gestion RH, on t'aide à le formaliser. Tu n'as pas de manuel de procédure pour recruter, on vient t'aider à mettre en place. Tu veux aller te former ton staff, on t'aide à le faire. Tu veux lever des fonds parce que tu veux investir, on t'accompagne donc avec les structures financières de la place, banque, fonds d'investissement. Découvrir des nouveaux marchés aussi, il y a beaucoup de voyages. Beaucoup de développement à l'international, comme on l'appelle, développement à l'international pour s'implanter ou aller prospecter ou découvrir ou aller conquérir de nouveaux marchés qui sont hors du Sénégal. Donc tout ça fait partie de l'assistance, du spectre d'assistance qu'on apporte à l'entreprise. On fait la distinction assistance technique pour ne pas être assimilé aux organismes qui font que du financement, d'accord, qui vont faire de la dette, comme on ne le fait pas, d'accord, ou qui vont investir et recevoir après des dividendes. On ne le fait pas non plus. Donc, pour vraiment faire la distinction entre les métiers d'accompagnement, on est dans le conseil. Ça peut demander de mettre de l'argent, mais jamais sous forme de dette. Ou en tout cas, jusque-là. Jusque-là. Et peut-être la différence, puisqu'on est dans le mandat et la mission de l'agence, on en profite pour justement positionner chacune de ces structures. Par exemple, le bureau de mise à niveau. C'est quoi votre différence en termes de mandat? C'est quoi qui vous différencie? Alors, typiquement, et comme leur nom l'indique, ils sont sur de la mise à niveau. La mise à niveau, ce qu'on entend, c'est qu'on a dépassé le stade de ADPM. D'accord. Donc, l'entreprise, on l'a assisté, on l'a encadré, on a mis en place les process, on l'a aidé à se développer dans un marché, on a aidé à recruter, par exemple, on a mis en place de la technologie pour améliorer, etc. Il est arrivé à ce niveau-là. Maintenant, c'est une mise à l'échelle, mais vraiment au niveau exponentiel. Il faut des primes d'investissement, il faut renforcer le capital, il faut. Et à ce moment-là, le bureau de mise à niveau prend le relais pour renforcer ce qu'on a fait, mais à un autre niveau, par exemple des certifications qui vont coûter beaucoup plus cher, ou etc. Des gros investissements en machines, en équipement, etc. Ça. Exactement. Et aujourd'hui, vous accompagnez à peu près combien d'entrepreneurs? Alors, on a des objectifs annuels, c'est alors énorme. Je pense qu'on est entre 5 000 annuels, 5 000 voire 7 000. Après, il faut l'entendre, c'est vraiment en tout
Oui. C'est-à-dire ceux qui ont reçu des subventions, ceux qui ont été juste conseillés, ceux à qui on a fait peut-être que de la sensibilisation, ceux qu'on a formés. À un salon. À un salon, exactement. Donc, on a pour ambition chaque année, cette année c'était 5 000 et je pense que l'année prochaine, sur les prévisions, peut-être on ira sur 7 000 entrepreneurs accompagnés, en tout cas bénéficiaires de nos conseils ou que notre action a touché d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et je crois que les financements que vous octroyez, je sais que c'est pas juste un financement, effectivement, comme tu l'as dit, parce qu'avant, on travaille ensemble pour faire la stratégie, pour expliquer quels sont nos besoins et comment on va dépenser l'argent. Donc, il y a un travail préalable qu'on fait avec vos équipes. C'est ça. Et ensuite, en général, vous ne donnez pas 100%. Oui. C'est un principe. Voilà, philosophie. Et c'est important de l'expliquer. C'est ça. Alors, oui, c'est un des mécanismes, je le disais, qui est ce qu'on utilise le plus souvent, c'est un fonds à frais partagés, comme on appelle. Donc, c'est des subventions qui sont partielles et c'est un outil, on en fait beaucoup la promotion parce que c'est quelque chose vraiment, c'est une philosophie chez nous. Lorsqu'on aide, lorsqu'on accompagne, on veut sentir l'engagement de la personne qui est aidée, qui est accompagnée. C'est de l'assistance technique, d'accord? On appelle quand même assistance, mais on veut voir l'entreprise mettre la main à la poche. On voit l'entreprise croire au potentiel de son entreprise et définitivement à ce que cette action-là va lui servir et aura comme impact dans son entreprise. Donc, on exige, c'est une condition. Sur tous nos fonds, il y a une quote-part. Elle peut varier, d'accord? On peut aussi la calibrer en fonction du profil. Pour certaines entreprises, on n'est que sur une contribution de 5% symbolique parce que c'est de très petite taille, mais on insiste quand même sur cette philosophie-là de mettre la main à la poche, de croire à l'engagement ferme et de pouvoir mettre. Pour d'autres, on parlait jusqu'à 25% de contribution. On est même allé sur du 50-50 en fonction des types de missions pour montrer encore une fois pour que ces ressources-là aient de l'impact, pour que l'entreprise, définitivement, se motive à mettre... Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet en fait d'aller dans ce dont on a vraiment besoin. Parce qu'en fait, sinon, parfois des financements ou des subventions... Quand c'est gratuit. Voilà. Et on va aller pour avoir l'argent, on va répondre pour cocher les cases, mais ce ne serait pas forcément la direction qu'on aurait pris si c'était notre argent. C'est ça. Et c'est vrai que dans l'approche de la PME, déjà, faut justifier le besoin. Aussi. Et il faut mettre une part. Et la plupart du temps, même on avance l'argent et on est remboursé après. Plus tard. Ça, alors, on l'a beaucoup assoupli. Surtout récemment. C'est bien, parce que parfois c'est dur. Ça, c'est ça sur la parfois c'était un peu dur quand même. Non, je l'entends vraiment. Et on a vraiment essayé d'assouplir. Le principe, c'était ça. Le fonds à frais partagés, à l'époque, quand on le mettait en place, c'était de dire oui, c'est de l'assistance technique pour des entreprises qui ont quand même atteint un certain niveau, parce que pour d'autres, il y a d'autres mécanismes, d'accord? Ça peut être de la subvention à travers des concours, parce que c'est pour les plus jeunes, c'est pour les primo-entrepreneurs, c'est d'autres dynamiques, mais pour des PME quand même assez bien organisées, etc. Donc, c'était un principe où, si c'est une action, déjà, que c'est un diagnostic qui l'a fait sortir, c'est un besoin. L'entreprise est convaincue, elle est convaincue de son impact, de son utilité, elle ne voit pas d'inconvénient à la préfinancer, sachant que son remboursement est garanti. C'était ça le principe. Mais on a vu que oui, les entreprises tardaient à exécuter même des actions intéressantes et prioritaires, parce que la trésorerie, ça aussi c'est la réalité. La réalité. S'il n'y a pas de quoi le préfinancer, c'est ça. Parce que des fois, en fait, on a besoin de cette amorce pour faire l'activité qui va générer la richesse et du coup, on va pouvoir donner sa quote-part. Exactement. Parfois, c'est ça. Donc, on a ce dilemme-là de préserver la trésorerie pour pouvoir exécuter même l'activité principale même de l'entreprise, mais aussi avoir des besoins qui auront de l'impact et qui pourront après, par ricochet, effet boomerang, avoir Moi, j'ai un exemple à donner. On en a plein parce qu'on a la chance d'avoir collaboré plusieurs fois avec la DEPME. Mais je crois que un des premiers, c'était pour la certification B Corp de l'entreprise. Parce que ça faisait des années qu'on essayait de le faire. Et en fait, nous, on n'arrivait pas à avoir le temps de le faire nous-mêmes parce que c'était très lourd. Et en fait, on a eu cette aide financière pour payer une consultante extérieure qui nous a aidé à faire la certification. Et ça s'est fait en quelques mois parce qu'on avait quelqu'un qu'on pouvait payer dessus. Exactement. On a eu la certification et derrière, on a eu des marchés grâce à cette certification.
ça, c'est une des satisfactions qu'on retient. Et vraiment. Et puis, quand on sait le type de certification que c'est une vraie fierté, en fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, même à l'échelle continentale. Voilà, on est 3 au Sénégal. Et moi, c'était un but aussi de dire, on est capable au Sénégal d'avoir des certifications internationales qui sont reconnues au niveau international. Mais par contre, on n'était pas capable de le financer tout seul. C'était lourd. Et surtout de suivre l'exécution, de le faire. Sans une petite entreprise, on est là en train de tout faire en même temps et se concentrer sur ce dossier-là, c'était très dur. Et dès qu'on a eu les moyens d'embaucher cette consultante, mais tac, ça a décollé. C'est le principe même. On va dire que c'est la raison d'être même de ce type de mécanisme. C'est vraiment de soulager l'entreprise, de la laisser se concentrer et d'apporter toute l'expertise nécessaire tout en la soulageant dans le coût. C'était vraiment ça. Vraiment, ça, c'était un facteur hyper décisif. Donc, ça fait partie des éléments. C'est ça, on fait le boulot pour ça aussi. En fait, c'est les petits plus parce que le fonctionnement quotidien de l'entreprise, c'est payé par le chiffre d'affaires qui est généré. Mais toutes ces petites marches qu'on doit monter supplémentaires, c'est là qu'on a besoin d'aide. Et moi, j'ai une question sur ça, en fait, en termes, parce que vous financez les entreprises, vous accompagnez, vous soutenez avec des mécanismes. Vous, comment vous financez? Bonne question. Oui, très très bonne question. Alors, vous êtes aussi une SAE finalement. Nous aussi, on a ce challenge-là de survivre et d'aller chercher D'ailleurs, vous êtes la première SAE, on vous appelle ça. Oui, c'est une étude qui l'a dit. C'est ça, l'étude l'a validé. Exactement, l'étude l'a validé. Officiellement de l'État. Alors, on a aussi ces challenges, d'accord, de trouver des ressources parce qu'elles se font rares, vraiment. Même si on est public, ce n'est pas garanti. On est d'abord financé par l'État, donc le gouvernement du Sénégal, parce qu'on est un démembrement, on fait partie du ministère du Commerce, donc le ministère va avoir son budget, toutes les agences qui dépendent du ministère vont avoir également leur budget pour fonctionner, etc. Mais dans un contexte qui n'est pas récent, donc c'est vraiment le contexte depuis ces dernières années, les ressources se font rares, que ce soit au niveau local, que ce soit avec les bailleurs, les partenaires, et qu'on le dise, on n'a pas, on va dire, un État donc assez fort pour pouvoir se permettre d'investir ou en tout cas d'avoir ses propres ressources pour financer tous ces programmes. C'est pour ça que vous entendez tous ces partenaires et c'est pour ça on a la coopération bilatérale ou multilatérale, donc avec tous ces bailleurs ou partenaires techniques et financiers, comme on dit. Donc on a un financement qui vient de l'État directement et on a des fonds qu'on va aller capter. On va aller déposer, on va aller concourir avec d'autres organisations. On est en compétition et on arrive à décrocher des financements de la Banque mondiale, de la BAD, de la JICA. On travaille presque avec vraiment tous les acteurs de la coopération. On a la chance d'avoir une bonne réputation. Donc auprès, c'est important. C'est important. Auprès de ces bailleurs qui renouvellent, surtout la Banque mondiale, depuis 2016. On est systématiquement sur des projets qui sont renouvelés. Ça, c'est une très bonne chose. L'AFD, le système des Nations Unies, même si récemment c'est pas trop ça, mais quand même on a fait beaucoup de choses avec le PNUD, avec FAO, etc. Mais d'abord l'État et ensuite tous ces partenaires et parfois on dit même qu'on peut tout assimiler à l'État parce que ces partenaires-là ne viennent pas directement voir l'ADPM en mode singleton et ils lui donnent de l'argent. Ils vont passer par le ministère des Finances qui va représenter l'État du Sénégal, qui va s'engager à prendre soit des prêts, soit des dons, soit voilà. C'est ça. Tout ce système-là. Et vous avez des comptes à rendre aussi chaque année. Ah oui, je pense que vous connaissez les procédures des partenaires techniques et financiers. Donc, en fait, on sait qu'on nous demande chaque année de rendre des comptes, nous, pour que vous puissiez rendre des comptes. Naturellement. Et ça devrait même, et c'est une exigence, je pense. C'est de la redevabilité, c'est de l'argent public. Et avant même d'aller dans ces aspects-là, on travaille quand même avec des entreprises, c'est nos vis-à-vis qui nous demandent des choses pour exécuter certaines actions. Donc, c'est un minimum d'avoir le résultat, avant même de parler de l'impact, c'est-à-dire est-ce que c'est fait de la bonne manière, etc. Ça, c'est vraiment la base du travail. Maintenant, quel impact ça a, comment on l'évalue? Est-ce que ça encourage le partenaire pour revenir remettre des fonds? Donc ça, c'est le challenge de l'impact de toutes ces politiques, de toute l'aide en général et de développement. Donc on se pose tout le temps ces questions-là.
Donc oui, ça c'est je dis, on est tous logés à la même enseigne. Hein. Dès qu'on est dans l'accompagnement, on est dans ce même modèle de, effectivement, il y a ce reporting à faire et ça contribue effectivement, comme tu dis, à cette réputation. C'est très important. C'est important. Mais aussi, ça contribue à notre capacité à évaluer notre impact. Et ça, parce qu'on est là pour ça. Donc, à un moment donné, il faut bien, en fait, qu'on fasse l'exercice de mesurer, en fait, cet impact-là. Et ça, je pense que c'est la partie la plus challenging, mais je pense qu'elle est très nécessaire. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. On peut pas la zapper. Rien que, même lorsqu'on est exigeant envers nous-mêmes. Lorsqu'on veut s'améliorer, lorsqu'on veut s'auto-évaluer. La DPME d'aujourd'hui n'est pas la DPME il y a 10 ans. On parle d'un budget aujourd'hui, je donnerai pas les chiffres comme ça, mais franchement, multiplié par X, c'est-à-dire ça n'a rien à voir il y a 10 ans. Et les collègues qui sont là depuis 20 ans vous diront que ça n'a absolument rien à voir. La DPME de 2001, quand elle venait de naître, et les budgets, les programmes, on a l'ambition aujourd'hui d'aller négocier avec des bailleurs, on parle à coups de milliards, on a des ambitions, on parle de milliers d'entreprises qui sont accompagnées. Ça, c'est parce qu'on est dans cette logique, on veut s'améliorer, on veut continuer à avancer, on veut rester là. On veut survival. On veut que vous restiez. Et en plus, c'est le même chemin que les entreprises que vous accompagnez finalement. C'est pareil. Et je trouve que cette notion de suivi-évaluation, elle existait peu avant. Elle est de plus en plus présente. Et moi, la première fois qu'on m'en a parlé, je dis mais elle nous fatigue, etc. Et en fait, quand on fait l'effort de le faire, encore une fois avec des consultants spécialisés et des gens qui aiment faire ça, et il y en a. Et là, en fait, ça fait une grande différence. J'avoue que ça me fait toujours râler, mais une fois qu'on reçoit le rapport, mais c'est génial. C'est ça. Et en fait, voilà, on a une analyse, on sait du coup exactement où on doit concentrer nos efforts. Quand on a besoin de parler à des nouveaux partenaires, on a des documents qui prouvent notre impact, qui montrent pourquoi on veut développer telle chose. Et en fait, quand c'est fait, ça facilite beaucoup. C'est dur. Mais c'est génial. Donc, c'est bien que vous le fassiez, vous, en interne. Et les entrepreneurs aussi, il faut qu'on le fasse de plus en plus. Alors, maintenant qu'on sait à peu près ce que vous faites, nous, on sait parce qu'on est dans l'écosystème et du même côté presque que toi, en fait, côté support. Les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, comment ils vous trouvent, en fait? Comment ils vous trouvent, comment ils accèdent en fait à ces services? Alors, on a essayé de se moderniser beaucoup aussi, l'ère du digital, de la technologie. Donc, les entrepreneurs en général, ils peuvent venir spontanément parce qu'ils ont entendu parler de nous, etc. Ils viennent dans nos locaux. Sinon, ils passent par nos portails, portail Internet. Donc, ils accèdent à une plateforme qu'on a mis en place pour pouvoir recueillir toutes les demandes d'accompagnement. Donc, on a digitalisé, on est en train de l'améliorer tout le temps. Donc, elle s'appelle Sama PME. Sama PME. Oui. Donc, les entreprises accèdent, créent leur espace et ont la possibilité de soumettre leurs demandes. Et c'est sur cette plateforme-là que nous traitons, que nous manageons les différents programmes. Et justement, quels sont les freins qui vont faire qu'une personne ne va pas avoir ce réflexe? Parce que je le disais en rigolant au début, il y a eu quelques mois, on ne pouvait pas rater la DPME qui était placardée partout. Donc, faites quand même cet effort de communication. Vous avez fait cet événement pour mobiliser en fait les entreprises et leur donner cet espace de visibilité. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même vous voir et vous trouver. Donc, mais pourquoi aujourd'hui, il y en a certains peut-être qui ne vont pas venir à vous? Alors, j'avoue que c'est vrai qu'avec le forum et tout, on a fait une com, ça s'est très bien passé, mais ce n'est pas notre plus fort. La com n'a jamais été notre élément. Et c'était, après je reviendrai sur les freins, mais c'était intentionnel. C'était intentionnel parce qu'on était dans un contexte toutes ces années-là où les ressources faisaient rares et où on n'avait pas, je ne dis pas que la com c'est un luxe, absolument pas, elle est même primordiale, mais on était dans un contexte où on préférait cet argent-là, l'investir dans les entreprises et espérer que ces entreprises-là fassent notre com. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est une autre entrepreneur qui m'a dit, va voir la DPME. Non, mais c'est ça. Moi, c'est ça. C'est le résultat. C'est le résultat qui parle pour nous. Ça. Mais aussi, quand on parle du point de vue des SAE, on sort d'un séminaire qui était destiné aux SAE. Tout le monde dit la même chose. C'est le parent pauvre, quoi. C'est ça, c'est la com. C'est tout le temps ça. On est sur les budgets, on est là. On est sur les budgets, mais surtout, on est sur le cœur, comme tu dis. On va...
les ressources, elles commencent à se faire rares, on va à l'essentiel. C'est ça, et on pense toujours que la com, c'est pas l'essentiel. Et on va le mettre de côté. On a vraiment arbitré comme ça, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a beaucoup arbitré comme ça ces dernières années où on se disait, au lieu de payer un spot, une campagne, moi, je vais faire telle action pour Seynabou qui a sa PME, qui a besoin de X. Et peut-être elle va en parler à Marina, qui va en parler, etc. Donc, on a beaucoup fonctionné comme ça. Et en général, soit on ne nous connaît pas parce qu'on n'a jamais entendu parler de nous, parce qu'on n'a pas assez communiqué, etc. Parfois, on nous connaît, mais moi, j'ai beaucoup entendu à mes débuts, ah non, c'est public, je vais juste perdre mon temps. Oui, parce que je vais être très honnête, c'est mon cas. Ça, je l'ai entendu, je l'ai entendu encore. Je vais perdre toujours eu une appréhension, c'est public, ça va traîner, ça va être lent. Voilà, et elle aime que les choses aillent vite. Quand elle décide, il faut que ce soit fait. Non, mais c'est ça. Et puis on se dit, bon, avançons avec les moyens qu'on a, etc. Et c'est vrai que moi, personnellement, et pourtant j'entends, je connais, on se connaît depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et en fait, j'ai quand même ce biais-là, en fait, de l'administration qui peut être très procédurière et qui ne va pas forcément, en fait, s'adapter à l'agilité dont a besoin, en fait, une entreprise. Et je me dis, finalement, bon, j'ai plus de chance en me concentrant sur un bailleur privé que sur un bailleur public. Alors, on est entendu. C'est complètement vrai. Voilà. Et je l'ai entendu combien de fois. Et ça se confirme aussi. Il y a plusieurs fois que ça se confirme. Et ça, c'est même pas quelque chose de spécifique au Sénégal. En général, dans le domaine public, on est assimilé souvent à ça. S'il n'y a pas de performance, c'est lent, etc. Et nous, on a souvent, plusieurs collègues peuvent le confirmer, on a souvent des remarques du genre, après être venus, d'accord, ah ouais, donc je ne savais pas que... tu vois, ce genre de réaction. Ah, mais pourquoi vous fonctionnez comme des privés? Ou du genre, peut-être c'est parce que vous n'avez pas étudié au Sénégal. Mais c'est ça, Donc, parfois, ça se confirme. Mais pour le cas d'espèce, et honnêtement, je ne le dis pas parce que je suis à la DPM. Mais moi, en travaillant dans un secteur public, j'étais en train de me dire, bon, est-ce que tu es sûr? C'est vraiment le public, ça n'a rien à voir avec le privé. Mais en tout cas, je ne sais pas partout ailleurs comment ça se passe dans le public. Je connais plusieurs organisations, mais honnêtement, dans l'organisation dans laquelle je suis, on est dans cette dynamique d'amélioration continue. On essaie vraiment de fonctionner et de faire je bouger les confirme, choses. c'est vrai qu'on a des gens à l'écoute, les dossiers sont traités, etc. Donc, on essaie de... Allez-y. Non, mais c'est ma résolution de 2025. On est en juillet. C'est pas que... Voilà, on n'est qu'à la moitié de l'année. Et voilà, je fais un engagement que j'ai rendez-vous d'ailleurs la semaine prochaine. OK. Donc, je vais venir. Viens nous voir. On verra si tu confirmes, si ça se confirme. Non, ça va se confirmer parce que c'est évident, il y a tellement de choses en fait que nous faisons déjà qui peuvent être soutenues. Après, il y a toujours cette appréhension de perdre un peu aussi la liberté de ce qu'on veut faire. Mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes en assistance totalement. Donc, on fait le choix qu'on veut en fait. Il ne va pas être, en fait, il n'y aura pas de décision, arbitrage en disant, etc. Et si le modèle tient, en tout cas, l'entrepreneur a envie de faire quoi que ce soit, vous êtes en capacité de soutenir. Donc, allez voir Sama PME. Et donc, moi, je vais aller voir aussi. Hein. On va venir voir. Et c'est vrai que, effectivement, la communication, on connaît mal la DEPME. Si on n'a pas quelqu'un qui nous en a parlé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une entrepreneur. Un jour, je ne sais plus, je voulais aller faire un salon en France. Et ça coûtait hyper cher d'avoir un stand, etc. Et elle m'a dit, mais appelle la DEPME. Et je me souviens, je me suis pointée dans vos bureaux. Et en fait, après, voilà, on a réussi à dérouler. Donc, merci aussi à elle. Et j'encourage, moi, à chaque fois, dans chaque épisode, j'encourage aussi à la sororité, au partage d'expériences. Gardons pas les bonnes infos pour nous. Vous avez
du budget pour accompagner plusieurs entrepreneurs. On peut le faire pour plusieurs entreprises. Donc, ça ne sert à rien de garder... voilà, partageons les infos. Il y a de la place pour beaucoup, je pense. Voilà. Pas pour tout le Sénégal, mais il y a de la place pour beaucoup d'entrepreneurs. Il y a de la place. Partageons. Et ce qui est, comme tu le disais au début, ce qui est très intéressant dans la mission de l'ADPME, c'est vraiment cet éventail qui est extrêmement large de profils d'entrepreneurs que vous pouvez accompagner. Et ça, c'est très important. Nous, ce podcast, il a aussi pour mission de donner des clés à des aspirants entrepreneurs pour savoir comment s'y prendre et donc de se dire, bon, bah, je suis jeune ou même je suis en reconversion professionnelle, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais je démarre, donc je peux aller toquer à la porte d'une agence de l'État. Alors, c'est très intéressant tout ça et on voit qu'en fait, tu as roulé ta bosse. Tu as vraiment roulé ta bosse. Moi, je dis vraiment Jariatou ADPME national, quoi. Vraiment, c'est ça. Et je pense que tu en as parlé au début de ta carrière. Tu as beaucoup emmagasiné. Tu étais une éponge. Tu as beaucoup appris. Et là, je pense que tu as peut-être un peu plus de recul, beaucoup plus de seniorité. Oui. Qu'est-ce que, en termes d'apprentissage aujourd'hui, quelles sont les choses qui ont vraiment bien marché? Parce que j'imagine qu'il y a eu des choses qui ont moins bien marché, que vous avez mis de côté, des mécanismes, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a moins bien marché? Alors, de mon expérience, il y a des choses, il y a certaines initiatives sur lesquelles on bute souvent. Et c'est tout ce qui va avoir un rapport avec de l'argent qu'on va donner directement. Et c'est pour ça qu'on a verrouillé avec donc, tous les mécanismes que vous connaissez. Lorsqu'on fait un concours, lorsqu'on fait un challenge ou lorsqu'on a des fonds qui arrivent où on doit financer directement, on va donner directement l'argent aux entreprises, ce n'est pas parce que ce n'est pas une question de confiance, d'accord? Ça, c'est avec le recul, avec l'expérience qu'on a compris que ça ne marche pas. Quand c'est public, des mécanismes comme ça ne marchent pas. On ne distribue pas directement l'argent. C'est pas que quand c'est public, je crois que c'est... Oui, peut-être même au-delà du public. Quand on nous donne... sans qu'on participe, on va prendre même si on n'a pas besoin, on va prendre même si on n'est pas prêt. Et ça se voit à tous les niveaux. Moi, je pense, on me donnait des exemples quand on a commencé aussi dans l'entrepreneuriat. On me disait, par exemple, les moustiquaires, quand elles sont données gratuitement, c'est pas utilisé comme moustiquaire. C'est utilisé comme enclos pour empêcher les animaux de manger les plantes. C'est utilisé pour clôturer un champ. Alors que si tu as besoin de ta moustiquaire, même si elle est subventionnée, même si c'est 1000 francs ou 1500, tu vas l'acheter parce que tu en as besoin et tu vas l'utiliser. Parce que combien de personnes ont eu des moustiquaires, ils sont dans leur placard. Mais c'est gratuit, tu prends. Je pense que c'est gratuit. Donc ça, on l'a compris. Donc on a revu beaucoup de choses. Qui tournent autour de ces questions de financement, donc plus de financement direct, même si c'est pour l'acquisition, en tout cas lorsque ça vient de nous, lorsqu'elle vient d'une banque, etc., ils sont très bien outillés, ils savent comment gérer ces choses. De toute façon, tu ne vas pas disparaître avec l'argent, c'est clair. Mais quand c'est des fonds comme ça, où il y a de la redevabilité derrière, il y a de la transparence, etc., nous, on a arrêté ce mécanisme-là de donner directement. Alors, les primo-entrepreneurs également, on a eu cette expérience avec les primo-entrepreneurs, tout ce qui est challenge, concours, etc. Je ne dis pas qu'on a arrêté donc, des programmes comme ça, mais on a revu notre positionnement. Donc, on a des offres spécifiques des programmes spécifiques qu'on va designer, etc. pour les primo-entrepreneurs, mais on n'est plus dans cette dynamique où on va faire des appels à projets, où on va prendre des jeunes sans expérience, où on va leur donner de l'argent pour qu'ils testent des choses. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait, qui n'a pas marché. Et nous, de notre point de vue, c'est quelque chose qu'on a repensé. On ne le fait plus de la même manière. Donc, ça, c'est des initiatives qui ont moins marché. On a également une expérience avec la diaspora qui est aussi une cible très spécifique qu'il faut aussi traiter, accompagner d'une manière aussi très particulière parce que ou c'est des projets de retour, ils ne sont pas là, ou ils ont investi mais ils sont de l'autre côté, ou la décision de retour n'est pas encore claire, ou on ne peut pas trop sécuriser, ou les échanges sont difficiles. Donc ça aussi, on a eu une expérience où on a beaucoup appris. Et si c'est à refaire, c'est sûr qu'on va repenser faire différemment. Les modèles d'accompagnement de ces cibles-là. Et les plus belles réussites
Ah, il y en a beaucoup. Il y a Appui Afrique qui est Bicorp. Oui, des certifications par-ci, des ouvertures de filiales et des entreprises qui nous reviennent vraiment en tant qu'acteur public. Je peux dire que ça, c'est vraiment la satisfaction qu'on a à faire ce travail. On est payé, on fait de notre travail, d'accord, mais on n'est pas des investisseurs, on n'est pas des banquiers, on n'est pas des business angels, on n'est pas des philanthropes. On est un acteur public, on délivre du service à nos concitoyens, d'accord. On délivre du public à Sénébou, à ma cousine, à l'oncle, etc. Et la satisfaction, c'est de voir ces entreprises avancer, qui signifierait que c'est notre pays, c'est notre nation, etc. Et ça, on part représenter le Sénégal avec des entreprises ailleurs. On voit le savoir-faire de ces entreprises. On sait qu'on a contribué à améliorer la qualité de ce produit, à faire en sorte que l'entreprise a cette certification pour être rayonnée dans X. On les voit dans tel magazine, on va dans tel aéroport, on voit tel produit. Ça, c'est une vraie fierté. Et on sent ce côté très patriotique, en fait. Ça, c'est le Sénégal tout le temps. Bon, le Sénégal est très patriote dans tous les cas. En général, Sénégal, voilà, est-ce que maintenant, nous, le podcast, il est majoritairement destiné aux femmes. Nous, on voudrait inciter, encourager, accompagner l'entrepreneuriat féminin. Quelle est ta vision, toi, sur l'entrepreneuriat féminin au Sénégal? Alors, je pense que, je ne sais pas, peut-être je l'ai laissé dans la... Je suis venue avec un petit tote bag où c'est écrit donc notre nouveau programme qu'on est en train de... Pas un nouveau programme, on l'a lancé l'année dernière. On a lancé une initiative qu'on a appelée We for Linguère. Je suis venue avec le tote bag, ce n'était pas intentionnel, je me balade avec. De toute façon, je fais la pub de ce programme-là. Alors nous, on a fait pas mal de choses qui étaient taillées, spécifiques. Moi, en tant que femme, parce qu'il y a des spécificités que je comprends mieux que peut-être d'autres personnes. En tant que femme qui accompagne plusieurs types d'entrepreneurs et qui sait qu'il y a des spécificités à prendre en compte pour certaines, j'organise des formations à l'intérieur du Sénégal où je débarque, je ne sais pas à quelle heure pour convoquer une formation où je ne vois personne, mais je comprends pourquoi je ne vois personne. Au début, je ne comprenais pas. On a tellement vécu ça là, récemment. Là. Mais alors justement, quelles sont ces spécificités? C'est des choses comme ça qu'on apprend. Marina, tu débarques à Louga ou Kébémer, tu n'auras personne à 9h parce que les femmes sont dans les foyers. D'abord finir. C'est ça. Donc déjà, tu fais le repas avant de venir. Tu gères le départ des enfants à l'école. Des fois, il y a même du travail de champ avant de venir, tu vois. Donc, c'est ça, on contextualise. On contextualise. Et on apprend, on réajuste parce qu'on a beaucoup voilà, on se casse souvent la bouche souvent parce que voilà, on s'était enfermé et je le dis, parfois ça se passe comme ça, où on a débriefé entre collègues, où on n'a pas peut-être pris en compte ou assez bien intégré ceux pour qui on est en train de réfléchir à ces programmes et on est passé souvent, réussi quand même à rattraper, etc. Mais c'est des choses comme ça, les spécificités, que ce soit les contraintes, les horaires, les garanties qu'on leur demande, les types de papiers qu'on leur demande, leur disponibilité, l'organisation même de leur temps, les opportunités qu'on leur donne en fonction de leur profil, etc. Après, on développe toute une intelligence pour comprendre que pour cette cible-là, il faudra que je procède de cette manière, sinon je n'aurai pas le résultat escompté. Et pour les femmes spécifiquement, on a fait pas mal de choses. Et dernièrement, on s'est dit qu'on va essayer de polariser tout ce qu'on fait autour d'une initiative. Comme ça va vraiment résonner. Dès qu'on l'entend, on va dire, ça c'est nous maintenant, notre manière d'accompagner les femmes entrepreneurs, dans ce qu'on a appelé We for Linguère. Tout ce qu'on va faire. Oui, donc, avec le petit jeu de mots, dont nous, pour les femmes, mais le oui, c'est dans le Woman Empowerment, donc ce qu'on est en train de faire. Et donc, tous nos bailleurs maintenant qui veulent nous accompagner dans nos programmes, donc on impose, on négocie en tout cas pour ce qui va être spécifiquement taillé, dédié pour les femmes. Et on le met dans cette initiative de We for Linguère et on va faire une communication autour de cela et toutes ces initiatives vont venir renforcer pour que ça soit vraiment, ça résonne d'une manière beaucoup plus impactante. Donc si toi par rapport à ton expérience d'accompagnement de femmes entrepreneurs, quels sont les éléments à prendre en compte absolument quand on accompagne une femme entrepreneur ici au Sénégal? Je pense que l'idée derrière, c'est d'avoir le programme idéal. C'est ça. Qui prend en compte tout ce... Et donc, c'est quoi ce programme idéal en fait? Alors,
Même si là vous êtes en chemin, mais en fait la vision de ce programme idéal, c'est quoi? En fait, il serait même pas un, il serait multifacette. Exactement. Comme nous sommes, on est multifacette. On a entendu ça hier. Il serait pluriel. On était sur un panel du Fonds Maïssa qu'on salue, qui est dédié aux femmes dans le cinéma. Ça. Et une des panélistes, elle disait ça. Elle disait en fait, c'est pas la femme, c'est les femmes. Ce serait forcément pluriel. On irait vraiment sur ce que je fais aujourd'hui pour la PME qui est dans la production audiovisuelle ou celle qui est dans l'industrie créative à Dakar n'aura rien à voir avec la coopérative qui est dans le Nord et qui veut aujourd'hui transformer sa tomate avec laquelle je veux bien que tu restes sur cet exemple de cette comparaison. Parce que, par exemple, sur le sujet de l'agriculture, quand tu vas accompagner les femmes, le pain point, c'est l'accès à la terre, la propriété. Par exemple. Alors que parfois, c'est la distribution. Oui, mais l'accès à la terre, la propriété, c'est vraiment quelque chose de très... C'est même pas sénégalais, c'est africain. Les femmes la travaillent, mais ne la possèdent pas. Et donc ça, c'est une spécificité dans l'agriculture, par exemple. Donc quand on va parler des femmes dans notre domaine, dans un autre secteur, dans un autre contexte, les spécificités vont changer. Et c'est là où en fait, cette intelligence, elle va être très importante. C'est exactement ça. Cette connaissance du terrain. Quoi. Et surtout, ça c'est important parce que quand je donne ces exemples-là, je les cite pas pour les citer, c'est du vécu. C'est parce qu'on a fait le tour du Sénégal plusieurs fois à travers les programmes. Parfois, on a compris des choses, parfois on est passé à côté, parfois on a dû reprendre, on a dû retourner voir les gens, expliquer, etc. Et effectivement, donc lorsqu'on discute avec une coopérative qui aujourd'hui veut juste, parfois d'abord la terre, mais lorsque c'est réglé et que c'est pas encore safe, c'est bien sécurisé parce que parfois c'est des mises à disposition, c'est très précaire. C'est des emprunts, c'est mon oncle qui me l'a donné parce que c'est lui qui a le papier, etc. Je suis en train de faire quelque chose, mais qui n'est absolument pas sécurisé. Donc si je fais quelque chose, je n'ai aucune garantie que ça reste pérenne parce qu'il peut venir le reprendre. Donc là déjà c'est quelque chose qu'il faut repenser. Parfois oui, on a mis à disposition, mais on m'a mis juste une petite... Voilà, donc il y a rien, je ne peux rien faire de productif sur une parcelle de 100 ou 150 mètres carrés, etc. Donc, quand on a ces approches-là avec ce profil-là, c'est complètement différent de l'entreprise qui est à Dakar, qui fait des chaussures en cuir et qui n'a pas de canal de distribution. C'est ça. Voilà. Ou qui a un souci de finition ou de qualité, etc. Donc, qui veut juste emprunter à la banque et qui va faire face à des billets ou des stéréotypes, des choses comme ça. D'approvisionnement. Exactement. Commander à l'extérieur en grosse quantité et on n'a pas la trésorerie pour le faire, par exemple. Et on n'a pas quelqu'un en face qui nous fait confiance parce qu'on est une femme. Et parfois, il faut se déplacer, aller négocier, etc. et avoir des gens en face qui vont réagir autrement parce que c'est une femme qui est en face. Parce que parfois, on a ces spécificités-là où parfois on me demande des garanties que je n'ai pas parce que je suis dans une situation matrimoniale où je ne peux rien proposer comme garantie. Et ça, c'est spécifique à sa condition même d'être femme. Donc tout ça, c'est des... Donc, si tu devais sortir quelques éléments... Pour vous, que vous avez appris, mais qui peuvent servir à d'autres structures d'accompagnement aussi, quand on accompagne les femmes entrepreneurs aujourd'hui au Sénégal, à quoi il faut penser en priorité? Alors, déjà... les briques communes, voilà. La base, c'est encore une fois, moi j'insiste sur ça parce que c'est important. Il faut arrêter de designer des programmes pour les gens sans les consulter. C'est ça. On est totalement d'accord. Il faut designer, il faut faire ensemble. Voilà. Et femme n'est pas égale à femme. C'est-à-dire il y a plein de femmes différentes. Donc vraiment, on va regarder la population qu'on cible et on va travailler avec eux. C'est ça. Ok. Ça, c'est le premier des éléments. Il faut faire un diagnostic aujourd'hui et comprendre là où on a le plus de faiblesses. Et l'accès au financement, ça fait partie des éléments les plus, on va dire, difficiles à régler. Spécifiquement pour des problématiques de garantie, de gestion de patrimoine, de qui a quoi, etc. Donc ça, c'est un élément important. Comment on se penche pour avoir des mécanismes spécifiques de financement spécifiques. Il y a eu plein de choses qui ont été faites pour les mutuelles. Au début, les mutuelles étaient pensées pour les groupements de femmes, celles qui gèrent les tontines, etc.
Et je pense qu'on peut s'inspirer de ces modèles. Il y a plein de choses qui ont été faites, qui sont à l'époque où elles étaient faites super innovantes. Parce que c'est maintenant qu'on a les wallets, les waves, les transferts, etc. Et ça se faisait de manière informelle. Donc, on va comment s'inspirer de ces choses-là pour avoir des instruments de financement spécifiques et adapter des mécanismes, comme je le disais, des formats de coaching ou de formation, etc., qu'on fait de manière classique, comme on l'aurait fait à l'international ou avec d'autres cibles, et de ne pas prendre en compte ces spécificités-là et de faire du 8h-17h ou du 8h-14h, etc. C'est ça qui fait qu'on perd en engagement, que les gens ne s'intéressent pas ou ils ne viennent pas, parce qu'il y a toutes ces barrières-là, toutes ces contraintes. Moi, j'aurais designé un nouveau programme, je l'aurais tourné autour de l'accès au marché, l'accès au financement, avec ces spécificités, comme je vous ai dit, et définitivement intégrer, parce que ces inputs-là, ces éléments spécifiques, je promets qu'elles le maîtrisent mieux que quiconque. Totalement. Et une fois que tu les écoutes, donc c'est clair dans ta tête que nous amenons les solutions. Elles ont les solutions. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, qu'il faut écouter les gens, leur demander ce dont ils ont besoin. Nous, le besoin qui beaucoup remonté ces 2 dernières années, ce sont les soft skills. Qui sont vraiment... Parce que comme tu dis, les compétences techniques, souvent, en fait, elles savent. Mais ce qui leur manque, c'est les compétences humaines pour justement aller négocier, monter en tout cas au charbon pour justement défendre leurs intérêts. Et ça peut être des fois compliqué pour elles. Et nous, on s'est vu... proposer des programmes totalement 100% soft skills, développement personnel. En fait, c'est parce qu'on a fondamental. écouté, effectivement. Si on nous fait 10 formations business plan, mais qu'en fait, on n'a pas confiance en nous pour aller le pitcher ou pour aller le pitcher, ça sert à rien en fait. C'est ça. Donc presque tout commence par la confiance en soi, un peu de leadership, exactement. Savoir aussi s'entourer. Oui, c'est ça. Moi, il y a un point que je trouve sur lequel on nous forme très peu en tant que chef d'entreprise, c'est le management. Parce qu'en fait, on devient chef d'entreprise, mais on ne se rend pas compte tout de suite qu'on devient manager et employeur, en fait. Et ça, je trouve que, en plus, nous, quand on voit les différents entrepreneurs, même celles qu'on interviewe, la plupart, les RH, c'est un gros sujet. Ça, oui. Non, mais les RH, c'est juste, en fait, gérer un business. Faire un business, c'est gérer des personnes. Mais genre, le côté humain de la gestion du... mais genre, moi, je dirais même de manière très basique, parce que c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est un gestionnaire. Oui. Gestionnaire des ressources humaines, gestionnaire des finances, gestionnaire en fait des immobilisations, des investissements. Mais on a beaucoup plus souvent des formations en business plan, en finance, en trésorerie qu'en management. Moi, j'ai jamais eu de formation en management, alors qu'on a eu plein de programmes d'accompagnement. Mais le côté gestion, comment je gère, comment tu recrutes, comment tu sais quel comment profil, je gère l'équipe, comment je les motive, de quel profil j'ai besoin dans mon entreprise, mon leadership de dirigeant, comment je m'entoure. Et surtout, là aussi, il y a aussi le leadership de la dirigeante qui est très spécifique. Parce que ce que les dirigeants d'entreprise, et ça c'est vrai, comment les dirigeants d'entreprise, tous les entrepreneurs rencontrent ces problèmes de recrutement, de RH, etc. C'est pas genré. Oui. Mais il y a parfois des contraintes où il y a des spécificités où parfois c'est lié au genre. Sur le leadership et sur le management. Nous, il y a des techniciens, ils veulent pas recevoir des ordres d'une femme. Par exemple. Donc là, c'est vrai. C'est obligé que ce soit Abdoulaye de leur donner un superviseur homme pour qu'il fasse. Parce que sinon... Ça va bloquer à chaque fois. Donc ça, c'est des... RH, soutien au management et... On a soutien là, ça fait il faut rajouter. C'est ça, c'est important. Alors nous, ce qu'on fait, et c'est vrai, quand tu le dis comme ça, on peut payer l'expert qui va venir pour les RH, etc. Mais lui, il va gérer par exemple la paye, il va faire les déclarations sociales. Ça n'a rien à voir avec le comportement de ton employé récalcitrant qui ne... Voilà, le climat social et tout ça. Et que toi, peut-être, tu es de nature à ne pas peut-être vouloir blesser ou tu ne sais pas trop aller en conflit, etc. Exactement. Et ça, moi, j'ai rencontré de grands entrepreneurs qui ont vraiment des entreprises prospères, qui marchent, mais parfois qui te font de ces récits d'histoires avec leurs employés où toi, tu te poses juste la question, mais
toi, tu veux faire simple, mais vire-le, c'est fini. Mais pas aussi, tu vois un peu. Tu as juste envie de dire, mais est-ce que c'est un problème? Juste vire-le. Parce qu'on reste c'est pas humain. lui, c'est ça. On reste humain. Il ne le ferait jamais. Il est comme clair. ça. Donc, et ça, c'est pas la solution. Là, on parle de l'humain, c'est beaucoup plus complexe. C'est lui. Ça. Moi, je pense qu'on va rester sur ça et glisser tout doucement sur notre dernière partie. Voilà. C'est ça. Et la dernière partie, c'est que si une femme, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types d'accompagnement qui existent, même vous au niveau de la DEPME, il y a plusieurs types d'accompagnement qui existent. Une femme entrepreneur, comment elle peut savoir de quel type d'accompagnement elle a besoin à un moment T de la vie de son entreprise? Ok, en général... Ou du service de la DPME. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il y a le sama PME. Mais qu'est-ce que je vais demander quand je vais là-bas? Comment savoir? Parce que c'est ça, quand on lève des fonds, par exemple, on ne va pas aller tout de suite chercher une série B. Déjà, on ne sait même pas ce que c'est. Déjà. Donc voilà. Langage de start-up. On va faire un peu de... Voilà. Donc comment on sait de quoi on a besoin à quel moment? Alors ça, c'est pas évident. Parfois, il y a des entrepreneurs qui sont habitués en étant dans l'écosystème, en participant à des événements, ils arrivent quand même. Et aussi en faisant leur autodiagnostic, en s'évaluant, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce profil-là. Et ça, c'est intéressant. Juste une petite parenthèse. On peut aussi beaucoup apprendre sur justement comment trouver des solutions en étant aussi bien dynamique dans l'écosystème. Les événements, réseautage, parler aux autres entrepreneurs. Donc, c'est ça. Mais continue. Non, tu as parfaitement raison. Beaucoup apprennent de ces échanges-là. Networking, réseautage, événements, etc. Comment tu as fait? Et, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les profils, dans les profils, il y a les niveaux d'études qui sont différents. Il y a des entrepreneurs qui ont fait donc les grandes études, des études poussées, etc. D'autres qui n'en ont pas fait. Parfois, le niveau d'expérience est différent. Parfois, ils n'ont pas du tout les compétences parce qu'ils n'ont pas appris, que ce soit sur le tas, ce n'est pas forcément à l'école ou parfois à l'école. Donc, on va avoir vraiment plusieurs types de profils. Mais ce qu'il faut comprendre, et parfois ça crée des frustrations, c'est que parfois les entrepreneurs viennent nous voir et ils veulent directement accéder à un service qui leur est inéligible. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas éligibles à un service, mais même en leur expliquant qu'ils ne sont pas éligibles à un service, ils vivent quand même une frustration parce qu'ils ne connaissent pas leur profil. Et ils ne savent pas... C'est pour ça ma question, c'est comment on sait à quel point on en est, de quoi on a besoin. C'est ça, en fait, ces évaluations-là, ces entretiens. Une entreprise, je donne l'exemple des certifications. L'entreprise qui est dans l'agroalimentaire, d'accord, qui est pour le moment sur le marché local, qui a des clients par-ci par-là, c'est la petite supérette de coin ou c'est la famille ou c'est des ventes via WhatsApp, etc., qui aujourd'hui va entendre parler de nos services et qui va tout de suite nous demander une certification label bio, par exemple, et qui a aujourd'hui une production peut-être de 50 bouteilles le mois. Quelque chose comme ça, de jus de fruits. D'accord? Il faut être capable de lui expliquer et qu'il le comprenne, qu'il ne le prenne pas pour un refus d'une certification. Il faut d'abord avoir l'agrément FRA, local ici. D'abord, c'est la base pour ne pas enfreindre la loi parce que c'est un produit alimentaire, transformé, etc. En termes de volume de production, pour pouvoir supporter et amortir les coûts d'une certification qui coûte ce prix-là, il faut être au moins à une production de 10 000 bouteilles. Ça, c'est un exemple que je donne. Et lui faire comprendre que c'est pas à pas. D'abord, on t'accompagne à avoir le FRA. Une fois que tu as le FRA, tu pourras peut-être, en plus de la supérette de coin qui n'est pas peut-être très exigeante en termes de qualité, aller négocier avec Carrefour ou Auchan, etc., augmenter un tout petit peu ou renforcer les commandes pour des cérémonies ou pour des entreprises formelles, etc. Une fois que tu seras peut-être sur 500 bouteilles le mois, on ira à une autre étape, etc., jusqu'à ce que tu arrives à ce stade. Donc ça veut dire que vous êtes capable à la DPME justement d'aider les femmes entrepreneurs à identifier de quel type, leurs besoins, leur profil. Exactement, comprendre leur situation. Alors, les diagnostics, ça peut se faire comme vous savez en faire dans les entreprises, où on fait un diagnostic pour te dire, voilà, tu en es là, etc. Mais le plus important, c'est que l'entreprise en prenne conscience et l'accepte, et accepte d'avancer avec nous. Parce qu'il ne suffit pas de lui donner une fiche. La fiche de diagnostic, un analyste junior qui a fait 2 ans ou 3 ans, te fait une fiche de diagnostic de ton entreprise. Il suffit de faire une visite, de regarder toutes les fonctions, te donne un très bon rapport de diagnostic. Ce n'est pas ça. C'est l'accompagnement. C'est cette relation-là que l'on tisse. Parce qu'elle est quand même humaine avec les entrepreneurs, donc à ce qu'ils nous fassent confiance, qu'ils acceptent ce conseil-là, parce que c'est ça qui est aussi spécifique au métier du conseil. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. On peut venir avec nos conseils,
garde tes conseils, moi je vois ça et je vais aller dans ça. Donc il faut être capable de leur faire comprendre et pouvoir les prendre par la main et avancer. Et justement, tu donnes ce conseil-là. Moi, j'ai envie de te demander quel est le conseil justement que tu vas donner de manière un peu plus générale aux femmes entrepreneurs, ces femmes entrepreneurs, puisqu'on a dit qu'elles sont au pluriel. Mais quel conseil tu as envie de leur donner aujourd'hui en pensant à toutes ces années d'expérience, en pensant en fait effectivement à toute cette expérience cumulée, ces apprentissages, ces succès, ces ratés, etc. Enfin, c'est moins bien les cassages de tête. C'est ça, voilà. Mais voilà, en pensant à tout ça, toi aujourd'hui, le conseil sincère que tu donnes à ces femmes entrepreneurs, c'est quoi? Alors, moi, j'ai envie de leur dire, elles ne sont pas obligées, et ça, c'est vraiment, c'est un conseil même que je me donne à moi-même, elles ne sont pas obligées de tout supporter, de tout gérer elles-mêmes. Franchement, cette pression-là, c'est pas qu'on s'est inventé, elle est là, elle est vraiment réelle. Elle est là, mais moi, comme on dit, tegal fofu sa tank. Tegal fofu sa tank, parce que j'ai notre grande sœur Marianne Bacheli, de OXP, de la laiterie du berger et tout ça, qui est une femme extraordinaire qu'on admire toutes, m'avait donné cette image-là en me disant, tu sais, les femmes au Sénégal, elles ont toute une calebasse. On leur donne une calebasse parce que, voilà, au Sénégal, on a des calebasses. Mais elles prennent la calebasse et elles mettent dedans des pierres, des légumes, des fruits. Qui leur a dit de mettre tout ça dedans? C'est à elle de dire, ok, dans ma calebasse, je mets que des tomates. Dans ma calebasse, je mets juste ce niveau de choses. Et c'est à elle de jauger ce truc-là. Donc, effectivement, elles ne sont pas obligées. C'est une très, très belle métaphore. Elles ne sont pas obligées de tout devoir supporter, devoir maîtriser, devoir comprendre en même temps. Il y a des structures, parce qu'on parle de la DPME quand même pour contextualiser avec les femmes entrepreneurs, il y a des structures qui sont là pour prendre le relais. Et parfois, rien que pour s'ouvrir, sortir de cet enfermement, de train-train, de je produis, je vends, je n'ai pas le temps de faire ça, etc. Et de juste casser cette routine, de sortir et d'écouter. Parce que c'est dans ces rencontres-là, parfois, qu'on trouve la PME ou le partenaire ou l'autre collègue entrepreneur qui peut-être a la solution à mon problème d'emballage qui ne tient pas ou à mon produit qui ne se conserve pas bien, etc., etc. Et il y a tellement de pression autour de la qualité du produit, parfois même de la survie, minimum de l'entreprise. Comment je fais pour tenir? Et elles sont tellement dans cette pression-là, dans toutes ces choses-là accumulées, dans cette multitude de tâches, de gérer et l'entreprise pour qu'elle fonctionne, et les obligations sociales, et la famille, et la rentabilité, et la banque qui n'arrive, la frustration de ne pas recevoir de financement, en plus de cela, les refus, etc., qu'elles restent dans cet enfermement où il n'y a rien de bon qui sort, mais reste quand même dedans. L'entreprise n'est pas rentable, elle ne tourne pas bien, on ne parle pas, on ne partage pas, on ne s'ouvre pas. Nous les femmes, on a un défaut de suradaptation. On a tellement l'habitude de prendre sur nous, de s'adapter qu'en fait, on arrive. On fait trop avec. C'est très difficile de lâcher parce que c'est du lâcher prise. Donc, comme je te dis, moi-même, je me donne ce conseil, même à moi-même. Même nous, chaque jour, on se dit, attends, let it go. Let it go. Mais c'est un très bon conseil. Donc, on demande de l'aide, on sort de son quotidien, on va parler aux autres entrepreneurs. Et moi, vraiment, je témoigne que beaucoup de choses que j'ai appris qui m'ont aidé, c'est par les échanges avec les autres entrepreneurs. Exactement. Vraiment, parce qu'eux, ils savent ce que tu vis. Clairement, donc ils ont des conseils très ciblés pour toi. C'est ça. Et je pense que c'est même cohérent avec la nature féminine qui est capable de sororité et qui a besoin justement d'espace, d'espace dédié pour libérer cette parole. Et donc, on a la chance d'avoir cet écosystème où il y a des structures qui sont là, qui créent ces espaces-là. Donc, il faut en profiter. Non, il faut vraiment. Moi, j'ai beaucoup eu de feedback des programmes qu'on a fait, ou quand on demande aux gens, qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Les gens disent pas la formation tout de suite, ils disent non, les rencontres, les réseaux, les échanges avec les autres participants. Parce que c'est riche. Moi, j'ai cette phrase que je dis toujours en disant, il y a
rien qu'une femme est en train de traverser qu'une autre femme n'a pas encore traversé. On ne peut pas comprendre. Et donc, ces espaces pour échanger, s'enrichir et apprendre des autres, c'est extrêmement important. J'ai appris aussi de collègues hommes entrepreneurs. Il n'y a pas que les femmes. Bien sûr. Les deux. Et c'est vrai que les échanges sont primordiaux. Non, parfois, on est là en train d'essayer de sauver les apparences. En fait, il vaut mieux rester authentique, dire où on en est. Et là, on va recevoir les conseils qui nous conviennent. Donc ça, c'est... En tout cas, je pense qu'on arrive à la fin. À la question de la fin. À l'avant-fin. À l'avant-fin ou la fin? Là, on va retourner sur quelque chose de moins formel. C'est ça. Donc, je laisse Marina la dire parce qu'elle aime bien la poser, celle-là. Je suis préparée à ça? Hein? Mais oui. C'est la question de la baguette magique. Ok. C'est que nous, à chaque épisode, on offre une baguette magique à l'invité. Donc, tiens, tu as une baguette magique, prends-la. Je la prends. Voilà. Et maintenant, avec elle est invisible parce qu'elle est magique. Voilà. Harry Potter. Donc, avec ta baguette magique là, si tu peux faire quelque chose pour les femmes entrepreneurs du Sénégal, maintenant, tout de suite, avec ta baguette magique, tu fais quoi? Je lève les contraintes d'accès au financement, tout de suite. Je fais sauter toute la paperasse sur l'accès au financement. C'est le parce plus que gros. Elles remboursent en plus. Moi, c'est ça qui me tue. Elles sont honnêtes, elles sont travailleuses, elles veulent le faire, elles peuvent le faire. Donnez baguette magique. Baguette magique à parler. Demain, tout le monde a accès au financement. Tu es sérieux, tu as montré que tu peux, ton business marche, tu es en train de te débrouiller. Il ne faut pas aller pour 5 millions me demander une garantie, ma maison de 50 millions ou de 150 millions. Ça n'a aucun sens. Je te jure, c'est super. Merci pour ce beau coup de baguette magique. On aime beaucoup cette baguette magique et vraiment, on espère que, en tout cas, tout ton engagement te donne satisfaction parce que effectivement, ça devient même des missions de vie finalement. On sait à quel point tu es investi dans ce qui n'est plus un travail, vraiment. C'est toute ta vie aujourd'hui et on se souhaite beaucoup de succès. On va te laisser dire ton mot de la fin avant de nous dire au revoir. Alors, moi, c'était un plaisir, vraiment. Donc, t'as aimé? Oui, je me suis amusée. J'étais décontractée, très très sympa. Donc, c'est toi, tu sais à quel point je t'apprécie. J'apprécie tes initiatives. Il y a tout le temps la touche innovante. Je me rappelle, elle a fait un événement il y a 2 ans où c'était avec Meta, là. Tu te rappelles? La chambre. Où on était au Pullman, où on a fait la chambre dans l'hôtel. Les bongos et tout. On a transformé elle adore ça. Créer les événements. La salle de conférence en chambre de femmes. J'adore ces initiatives. Parce qu'on a dit que jour bobu dañuy def tout. Et on parlera de digital et tout. Donc elle a réussi à combiner. Donc j'adore ces initiatives. Marina, on n'a pas eu l'occasion de travailler directement à l'ADPME parce que c'est d'autres personnes. Mais AP Afrique, on est même en train de penser à quelque chose. On est là. Pour octobre, on va voir. Donc, je lance le teaser ici. Donc, on va. On suit. Moi, je suis donc personnellement les aventures d'AP Afrique avec tout ce que tu sors. Le petit bouquin pour les fillettes. Donc, j'en ai même à la maison. Je les garde et je dis. Entre-temps, Werwi va évoluer d'ici que ma fille. C'est ça. Mais bon, je garde quand même en attendant. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce moment entre vous deux. J'adore parler d'entrepreneuriat. Quand c'est orienté femmes, encore plus. Tout ce que je peux faire aujourd'hui pour partager l'expérience que j'ai dans le secteur public, l'expérience que j'ai dans l'accompagnement, c'est avec plaisir que je le fais. Tout ce qui peut aider les entrepreneurs à comprendre davantage comment nous fonctionnons, parce que parfois, comme je dis, c'est notre faiblesse qu'on n'a pas l'occasion de beaucoup communiquer, donc je le fais avec plaisir. Donc merci de m'avoir reçu, merci aux amis, supporters. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne regardent pas, il y a des supporters qui sont venus accompagner Jari et tout. Et moi, j'ai quand même une toute dernière question que j'ai oubliée, mais je pense qu'elle est importante, qui est la raison pour laquelle aussi on t'a fait venir pour parler de l'ADPME. Quel serait justement ton mot pour les autres structures d'accompagnement, les autres SAE de l'écosystème? Quel conseil tu aurais en fait à leur donner? Alors pour ceux qui sont, je dirais pour les deux côtés, ceux qui sont dans le public comme ceux qui sont dans le privé. Dans le public, on nous reproche beaucoup, et à raison, d'accord, de ne pas faire assez de synergie
Parce que parfois, on gagnerait à mettre ensemble ce qu'on a. Parce que comme je vous ai dit, c'est difficile de trouver des ressources. C'est un contexte mondial, c'est comme ça. Donc, il faudrait qu'on trouve, je ne sais pas comment, on essaie de le faire tant bien que mal. On réussit avec certains, on réussit moins avec d'autres. Mais il faudrait qu'on trouve aujourd'hui un moment de faire des choses ensemble. Personne, parce que dès qu'on parle de ça, il y a la psychose de qui va disparaître ou qui va... Personne n'avale personne, personne ne disparaît. On essaie de faire des choses ensemble. On n'est pas en compétition, on est complémentaires. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à faire davantage des choses ensemble pour pouvoir avoir plus d'impact au niveau des entreprises. Pour les structures d'accompagnement privé, parfois, il manque beaucoup de maturité. Je le dis en toute humilité. Et elles sont des entreprises, on les considère comme des entreprises privées, donc elles gagneraient aussi. Elles ont l'approche privée, elles ont parfois des initiatives super innovantes. Parce qu'ils considèrent le public comme des dinosaures parfois, tu vois. Mais tu sais tout, il n'y a rien, tu as tout compris. Donc, eux aussi, ce que je leur dirais, c'est on peut apprendre voilà, l'un de l'autre, d'accord. Donc, eux, ils peuvent venir avec également cette approche-là, privée, beaucoup plus agile, parce que c'est vrai. Totalement. Nous, on va quand même dépendre de contraintes publiques, de budget libéré, pas libéré, de conjoncture du pays, etc., des US, c'est normal. Mais sont plus flexibles, donc eux aussi gagneraient à ce qu'on fasse des choses ensemble. Nous, avec le cachet institutionnel, la reconnaissance de l'État, et eux, avec la flexibilité d'être privés, de pouvoir faire ce qu'ils veulent à tout le monde. Donc tout le monde gagnerait à renforcer cet écosystème-là au bénéfice des entrepreneurs. Je crois que c'est quelque chose de général au Sénégal, il faut qu'on apprenne à faire ensemble. Il y a quand même souvent de la méfiance. Et je pense que les entrepreneurs, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble, les structures d'accompagnement aussi, les bailleurs aussi parfois, parce que parfois ils refinancent des programmes. Overlaps, Voilà, c'est ça. Donc apprenons à travailler ensemble. C'est ça. Bon, en tout cas, sur ces mots très sages, on va se quitter. Nous aussi, on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je sais qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle pendant des heures et j'adore ça. Et je trouve que c'est très intéressant aussi d'avoir ce regard croisé, de pouvoir échanger aussi sur nos pratiques. Et vraiment, on te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière, dans tout ce que tu vas apporter aux entrepreneurs. Et on te dit à très vite. Inch'Allah. Merci pour le partage et la passion. Et les entrepreneurs qui nous écoutent, on mettra tous les liens dans la description de cet épisode pour trouver les contacts de la DPME et les différentes aides qui sont proposées. Exact. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on était avec Jarriette Youm de l'ADPME et on vous donne rendez-vous très vite pour rencontrer une femme tout aussi inspirante, entrepreneur ou de l'écosystème. À bientôt. Ciao.